Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à nos amis les sauropodes. Après les ornithopodes, j'avais envie de parler d'un autre clade de dinosaures bien connu des scientifiques et du grand public. Pas besoin cette fois de faire une phrase résumée pour vous rappeler ce qu'est un sauropode. Ce sont les dinosaures avec une longue queue, un long cou et un gros ventre, comme par exemple Diplodocus, Apatosaurus ou encore Brachiosaurus. Mais aussi l'Argentinosaurus, le Partasaurus, le Globaria, le Camarasaurus, le Patagosaurus, le Chinosaurus, le Paralititan, le Elopus, le Barapasaurus, le Plagontosaurus, le Saltasaurus, le Mamenchisaurus, le Magarosaurus, le Nigersaurus, le Margosaurus, le Malawisaurus, l'Isésaurus, le Lamasaurus, le Sauroposéidon, le Mectosaurus, l'Apellosaurus, le Massospondylus, le Plateosaurus, le Cetiosaurus, le Dreadnoughtus, le Dicraeosaurus, le Rebachisaurus, le Puyangosaurus, l'Opistoselicodia, le Brontosaurus et l'Amphisélias. L'Amphisélias a déjà eu une vidéo à son sujet, et le Brontosaurus en aura une un jour. Brontosaurus est un cas à part, je tiens à le souligner. Là, le terme sauropode doit nécessairement vous dire quelque chose. On les retrouve de la fin du Trias jusqu'à la fin du Crétacé, époque à laquelle ils disparurent de la surface de la Terre, comme tous les dinosaures non aviens. Outre leur répartition temporelle impressionnante, on pourrait aussi parler de leur répartition géographique. Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, Asie, Europe, Afrique et même Antarctique. Je me permets un petit cocorico pour notre Ampellosaurus atacis national. Je précise que nous n'allons pas beaucoup parler de Plateosaurus et autres animaux difficiles à classer concrètement dans le clade des sauropodes, même si je les ai listés au début. D'ailleurs, il y a plein de choses dont on ne va tout simplement pas parler aujourd'hui, vu le nombre de trucs qu'il y a à dire sur les sauropodes. On compte dans ce clade quelques groupes très importants, comme par exemple les Titanosauridés, une des plus grandes familles de sauropodes comprenant des genres très célèbres comme Titanosaurus, Argentinosaurus, Patagotitan, Dreadnoughtus ou encore Saltasaurus. Parmi les noms que je viens de donner, 3 sont possiblement les plus grands animaux terrestres de tous les temps. Mais d'ailleurs, d'où vient ce gigantisme des sauropodes? Ce sera la question qui va guider toute cette vidéo. Tout d'abord, pour comprendre son origine, parlons de son utilité. À quoi servait donc le gigantisme chez les sauropodes? Bon, relativisons un peu ce gigantisme. Des sauropodes de petite taille, ça a existé. Magarosaurus à l'âge adulte n'était pas plus grand qu'un poney. Bon, t'as fini de jouer avec le logiciel? Néanmoins, Magarosaurus était une espèce endémique du Nil, et globalement les sauropodes de très petite taille se retrouvent sur des îles. Taille conséquente donc d'un nanisme insulaire. Les plus vieux sauropodes ou prosauropodes comme le Plateosaurus n'étaient pas si imposants. Ils pouvaient même se déplacer sur 2 pattes à certaines occasions, chose rigoureusement impossible pour leurs descendants du Jurassique et du Crétacé, mais aussi visiblement pour leurs juvéniles, comme le suggère cette étude fondée sur des embryons de Massospondylus, un prosauropode. Fermons cette parenthèse sur les petits sauropodes. De façon générale, ce qui exclut évidemment quelques exceptions, les sauropodes étaient dépourvus de mécanismes de défense très variés, comme ceux des thyréophores évidemment, ou encore des cératopsiens. Non. Eux, leur méthode, c'est plutôt la taille excessive. Méthode imparable contre les prédateurs. Mais pas suffisante. C'est pour cette raison que certains, malgré leurs 30 mètres de long et leurs 25 tonnes, employaient souvent leur queue ou leur cou comme des moyens de défense contre les prédateurs. Du moins, c'est une hypothèse que l'excellent film de la BBC Sur la Terre des dinosaures n'a pas hésité une seconde à présenter. Les Diplodocidés, et surtout Diplodocus, employaient certainement leur longue queue en forme de fouet pour dissuader ou même frapper un éventuel Allosaurus peu précautionneux. Hypothèse qui demeure néanmoins controversée parmi les paléontologues. Donc oui, la taille était un moyen de défense à elle seule, et encore aujourd'hui, les très grands animaux l'utilisent à leur avantage, notamment pour se défendre des prédateurs. Ajoutez à cela que les plus gros sauropodes se déplaçaient certainement en troupeau, de quoi former des forteresses absolument imprenables face aux carnassiers. Revenons à notre question de début, comment ces animaux ont fait pour atteindre une taille aussi impressionnante? Dreadnoughtus, Patagotitan, Argentinosaurus ou bien Paralititan, 4 candidats pour le plus lourd animal terrestre de tous les temps. Sans parler évidemment du sauropode géant découvert à Angeac-Charente. Et pas Seismosaurus s'il vous plaît. Lui c'est un domaine d'obium, donc je veux pas voir son nom dans les commentaires. Attention à prendre d'énormes pincettes sur la masse des sauropodes, cette dernière étant très difficile à estimer. Rien que pour Brachiosaurus, on passe quand même de 23 à 80 tonnes d'une estimation à l'autre. Et ça fait plus d'un siècle qu'on le connaît, par plus d'un fossile. Et les pincettes doivent être encore plus importantes lorsqu'il s'agit d'un sauropode découvert récemment, ou d'un sauropode dont on ne connaît que quelques restes fragmentaires. Quel est le plus grand et le plus gros dinosaure au monde? En réalité, le squelette de ce dinosaure n'a été seulement retrouvé que l'année dernière, en 2014, c'est vraiment hyper récent. Ce mastodonte faisait près de 25 mètres de long pour 60 tonnes. Pour en savoir plus, je vous suggère l'excellente vidéo de Stop Science à ce sujet. De quoi les sauropodes pouvaient-ils donc se nourrir? Réponse, de végétaux uniquement.
et sans les mâcher, contrairement à plus d'un mammifère. Notons que la forme du cou d'un sauropode devait certainement faire varier sa nourriture. Un brachiosaurus ne se nourrissait certainement pas des mêmes végétaux qu'un apatosaurus. Certains sauropodes, comme le diplodocus, avaient des dents en forme de peigne, donc impossible de mâcher quoi que ce soit avec. D'autres, comme le camarasaurus, avaient de grosses dents non différenciées, donc pas évident de mâcher non plus. Cette différence entre les herbivores masticateurs et non masticateurs est significative, car un animal qui n'a pas besoin de mâcher sa nourriture n'y laisse aucune énergie et avale tout rond. Cela lui permet de maximiser la quantité de nourriture qu'il ingurgite et donc de favoriser l'entretien d'un grand corps. Notons aussi la présence d'un long cou permettant aux sauropodes d'atteindre parfois des végétaux inaccessibles à la plupart des autres herbivores. Mais plus important encore, un long cou permet de manger le maximum de végétaux pour le moins de déplacements possible. Bah oui, il suffit juste de bouger un peu son cou, faire 2-3 pas et la nourriture est à portée dedans. Par ailleurs, selon certains paléontologues, les sauropodes avaient, comme leurs cousins les oiseaux, un gésier qui assure chez ces derniers un broyage de la nourriture avalée, souvent tout rond, un peu l'équivalent de l'estomac chez les oiseaux. Cette hypothèse est d'ailleurs soutenue par le fait qu'on a retrouvé des gastrolithes chez d'autres dinosaures appartenant à d'autres clades, comme par exemple le Psittacosaurus, le Caudipteryx ou encore bien sûr les oiseaux. Les gastrolithes étant des cailloux que certains animaux avalent et conservent dans leur gésier ou estomac, souvent pour mastiquer leurs aliments quand ils ne peuvent pas le faire avec leurs dents. Cette hypothèse se confirme encore plus quand c'est un sauropode dont il est question. Un spécimen de Barosaurus et un spécimen de Dicryosaurus découvert dans la formation africaine de Tandaguru avec des gastrolithes par exemple. Bon après, ne vous enflammez pas trop, ces découvertes sont très contestables et ont déjà fait l'objet de publications scientifiques les réfutant. On peut déduire que la présence d'un gésier chez les sauropodes est probable, mais reste encore à confirmer. Le fait est que ces animaux devaient certainement beaucoup se nourrir et grandir très vite. Et ce, des plus anciens jusqu'aux plus récents, avec un rythme nettement plus rapide chez les sauropodes que chez les prosauropodes. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment les sauropodes ont fait pour atteindre de pareilles tailles? Nous avons déjà quelques éléments de réponse. Dans la nature, il existe globalement deux extrêmes pour assurer sa descendance, avec plein de petites variations évidemment. D'un côté, avoir seulement quelques descendants, mais s'en occuper jusqu'à un certain âge, méthode qu'ont adopté les humains, beaucoup de mammifères et évidemment les oiseaux. De l'autre, avoir une quantité absolument astronomique de descendants sans s'en occuper, en espérant que 2-3 survivent et puissent se reproduire à leur tour. Là où nos amis les ornithopodes ont plutôt opté pour la première méthode, les sauropodes sont à fond pour la deuxième, ce qui expliquerait pourquoi quand on retrouve des œufs de titanosaures, ils sont souvent très nombreux et désordonnés. Il n'y a pas de nid d'organisation précise. Enfin, selon une étude sur les titanosaures et des œufs retrouvés dans la formation géologique très célèbre d'Aucamahuevo en Patagonie, les titanosaures n'enterraient clairement pas leurs œufs. Des œufs en moyenne de 13 à 15 cm de diamètre. Quand même, ils les pondaient comme ça, par dizaines sur le sol, ou alors dans des petits trous sans prendre le temps de les recouvrir de terre. Ce n'est pas le cas chez les sauropodes européens, dont on n'a pour le moment jamais retrouvé de nid excédant la dizaine d'œufs. Ces sauropodes devaient vraisemblablement s'occuper un minimum de leurs œufs, qu'ils ne couvaient certainement pas, mais recouvraient de feuilles par exemple. Je vous vois venir. Ouais, mais Giganto, tu nous as dit que les sauropodes étaient énormes, notamment parce qu'ils pondaient des dizaines d'œufs dont ils ne s'occupaient pas. Alors pourquoi certains n'en pondaient qu'une dizaine et s'en occupaient un minimum? Je n'en sais strictement rien. Ce que je sais en revanche, c'est que les plus gros sauropodes de tous les temps sont issus de la famille des Titanosauridés, et que la plupart des œufs retrouvés à Aucamahuevo sont des œufs de Titanosauridés. Il ne faut pas confondre corrélation et causalité, mais les faits sont là. Plus un animal est gros, plus le nombre d'individus constituant les populations de cet animal est limité. Sauf que du coup, il n'est pas viable pour la pérennité de l'espèce, en cas de cataclysme par exemple, de se contenter de 2-3 juvéniles dont il faut s'occuper, et donc de dépenser de l'énergie à leur apporter de quoi manger parce qu'ils ne sont pas capables de se nourrir tout seuls. Non, c'est plus safe de faire plusieurs centaines d'œufs, dont on sait que quelques-uns atteindront l'âge adulte un jour. Ajoutons à cela que les juvéniles sont indépendants depuis leur naissance et peuvent se nourrir directement sans avoir nécessairement besoin de l'aide de leurs parents. Et d'ailleurs, les centaines d'œufs disposés n'importe comment à Aucamahuevo appartiennent à des titanosauridés, ce qui renforce encore plus mon hypothèse au sujet des œufs et du gigantisme. Hors de question pour des animaux qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes et doivent continuellement se nourrir, d'assurer le bien manger des juvéniles. Les bébés sauropodes étaient d'une très petite taille par rapport à leurs parents, ce qui implique une croissance très importante jusqu'à l'âge adulte. Passer de 6 kg à 50 tonnes, faut le faire. Selon une étude, les petits sauropodes grandissaient à une vitesse très importante. Mais bon, pas plus de 2 tonnes par an, ce qui n'est pas négligeable, on en conviendra. Ils atteignaient aussi leur maturité sexuelle avant d'atteindre leur taille adulte. À ce propos, une étude suggère qu'un sauropode ne pouvait joindre un troupeau qu'après avoir atteint un tiers de sa taille adulte, au moins, ce qui expliquerait pourquoi les sauropodes
sauropodes seraient d'abord sexuellement matures avant d'être adultes, ce qui renforce l'idée que les sauropodes ont favorisé la deuxième méthode de reproduction, à savoir pondre quand même énormément d'œufs en espérant que 2-3 survivent, tout en prenant en compte le fait que les petits sont indépendants depuis leur naissance, c'est que les juvéniles n'étaient pas directement protégés par un troupeau. Pour terminer cette analyse, je vais laisser mon ami de la chaîne de Moss, une chaîne que je vous recommande chaudement, vous détailler le rôle des os des sauropodes dans leur gigantisme. Salut Giganto et merci de l'invitation. S'il y a bien une caractéristique qui peut sembler étrange chez les sauropodes vu leur notoriété d'animaux terrestres les plus lourds de tous les temps, c'est des os creux. Ce qui dit comme ça peut sembler sortir du discours d'un créationniste bourré, je vous l'accorde. Et pourtant c'est pas n'importe quoi, par exemple si je me base sur une étude datant du premier semestre de 2017, le Rebbachisauridae Catepenzurus goicoeke semblait posséder par exemple, pour les vertèbres ou encore les côtes, des os non pas pleins mais un peu spongieux avec des cavités vides en plein milieu de l'os. C'est une caractéristique que l'on retrouve chez d'autres sauropodes de diverses familles ainsi que pour d'autres dinosaures. On l'a observé par exemple chez les théropodes ou encore chez nos oiseaux actuels, ce qui chez eux diminue considérablement la masse du squelette et facilite le vol. Alors ça veut pas dire que Petit Pied a fait le chemin jusqu'à la vallée des merveilles en volant, mais le principe est sensiblement le même dans les deux cas, alléger le squelette. Et c'est là où on revient sur la problématique de cette vidéo, le gigantisme des sauropodes. Et bah si vous êtes un minimum fut-fut, vous aurez peut-être fait le lien. En effet, un squelette qui se paie le luxe d'être proportionnellement plus léger que celui d'un animal de même taille avec des os pleins, a pu aider les sauropodes à alléger leur charpente osseuse et atteindre des masses pour lesquelles d'autres animaux auraient été plus petits, tout en étant aussi lourds. Après, il faut aussi avoir à l'esprit que d'une espèce à l'autre, cette proportion de vide devait nécessairement varier, et qu'en plus, il faut la prendre en compte dans les estimations de masse chez ces animaux. Donc en fonction de si vous considérez que le sauropode étudié avait les vertèbres creuses comme un tube, ou creuses comme une éponge, vu la taille de la colonne vertébrale chez ces animaux, vous risquez d'avoir un joli petit écart. Maintenant, je vais laisser Giganto conclure cette vidéo, merci à lui de m'avoir invité. Nous n'avons malheureusement exploré dans cette vidéo qu'une partie des données que nous avons sur les sauropodes. Malheureusement, je n'ai pas vraiment eu le temps d'en faire plus. Le nombre d'informations et d'études à notre disposition est absolument ahurissant, mais la réponse à notre question n'existe toujours pas. Nous n'avons pas encore de réponse concrète, même si nous avons énormément d'indices. On ne peut que combiner des hypothèses et éventuellement piocher des indices un peu partout, comme par exemple en Argentine ou dans nos vignes françaises. Mais quelque part, ça nous indique qu'il y a encore énormément à découvrir, et je vous invite très fortement à me faire part de vos connaissances ou des études scientifiques que vous avez sous la main. Si vous avez des arguments supplémentaires, n'hésitez pas à les ajouter dans la section commentaires, avec des sources si possible. Et puis on pourra peut-être organiser un grand débat sur mon Discord, histoire de combiner nos recherches. Je remercie évidemment mon ami Moss, de la chaîne de Moss, pour sa participation, et je vous encourage très fortement à aller vous abonner à sa chaîne. Je vous suggère notamment d'aller visionner sa vidéo sur l'intelligence simienne, qui est très bien réalisée, et qui est le fruit de beaucoup de recherches dans plein de domaines différents. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.